première émission, Connaissance de l'homme, diffusée pour la première fois sur France 3 National le 12 novembre 1958, émission dans laquelle vous pourrez entendre, le présentateur de l'époque va nous le préciser. Au cours de notre émission Connaissance de l'homme, consacrée au grand courant de pensée du XXe siècle, nos auditeurs pourront entendre un exposé de M. Georges Borgeaud sur Ramu. Quelques pages de Ramu, extraites du livre Une main, publié chez Grasset, illustreront l'entretien de M. Borgeaud. Elles seront lues par Roger Rudel. Nous entendrons quelques phrases de Ramu prononcées lors d'une interview à la radio. Laissons maintenant la parole à M. Georges Borgeaud. L'histoire des lettres sait que les cantons suisses romands ont enrichi la littérature française de quelques noms plus ou moins prestigieux. Jean-Jacques Rousseau tout d'abord, suivi d'assez loin de Benjamin Constant, de plus loin encore de Madame de Staël, de Frédéric Amiel qui a fait 3 pas hors de la frontière, et malheureuse victime de l'oubli d'Édouard Rod qui pourtant eut à Paris son heure de gloire. Ceux-ci se sont si bien assimilés à la vie, voire à la politique de la France, hormis peut-être Jean-Jacques qui garda sa sensibilité lémanique, que l'on n'a plus à s'étonner qu'ils n'en aient pas été les citoyens. Mais ce que le français continue à ignorer, c'est qu'il est aujourd'hui assurément plus que hier, pénible à l'écrivain qui est né hors de France d'avoir à se contenter de demeurer l'écrivain que d'une petite communauté. Par la force des choses, le voilà obligé de n'exister que chez lui, de renoncer à une plus grande audience et partant à se laisser détériorer, trop privé qu'il est des contacts essentiels. L'écrivain helvétique, qui est celui qui nous intéresse ici, ne peut, aussi facilement que ne l'a fait Benjamin Constant, jeter par-dessus bord tout ce qui les différencie de l'écrivain de souche française, son éducation, son sentiment du déracinement et de l'exil que l'on entrevoit chez Rousseau. S'il le fait, ce n'est pas sans déchirement ou parce qu'il a choisi, tel Blaise Cendrars, la vie aventureuse comme un remède à l'ennui. Le Suisse ne renie pas volontiers son paysage, ni le décor de son enfance, ni son idéalisme, ni sa candeur. Par son isolement, sa séparation d'avec la France et pourquoi ne pas l'avouer, par le contact de ses concitoyens dont la culture est allemande ou italienne, il a fini par avoir une sensibilité particulière, presque une susceptibilité. Ramu, et c'est à cela que nous voulions venir, fut le seul écrivain suisse-français qui ait trouvé une solution à ses difficultés. Courageusement, humblement, encourant le risque d'être assimilé aux auteurs régionalistes, Ramu a réussi à faire de son cas particulier un cas universel et qui, sans réserve, appartient au grand courant de la littérature française. Ramu a accepté sa différence et davantage encore il l'a exprimée. Non point de chez lui, c'est-à-dire d'une tour d'ivoire, mais de Paris où il a vécu à peu près une 12aine d'années. Il s'est laissé enrichir par Paris et Paris en retour l'a découvert à lui-même. J'ai vécu 12 ans à Paris. C'est lui qui a fait de moi le Vaudois que je suis et un sauvage qui ne l'est peut-être pas autant qu'il ne paraît. Paris lui a donné un exemple d'authenticité, car Paris peut avoir cette vertu pour ceux qui savent la reconnaître. Cela devait être dit avant toute chose, sinon l'œuvre de Ramu demeurait inexpliquée et inexplicable. Sans plus tarder, donnons quelques précisions biographiques. Charles Ferdinand Ramu est né à Lausanne le 24 septembre 1878 et il est mort à Pully, non loin de Lausanne, le 23 mai 1947. Vaudois donc, du pays de Vaud, heureux d'être Vaudois, fier d'être Vaudois, comme il aimait à dire avec malice, paraissant ne point songer qu'il pouvait lui être fait grief de se limiter ainsi à un lieu, d'accepter trop aisément ses limites, mais c'était pour mieux les dépasser. Voilà l'essentiel de son exigeante esthétique, de sa vie même qui fait écho aux paroles de Rimbaud. On ne part pas, reprenons les chemins d'ici. Ramu aura donc appris de Paris, nous ne craignons pas de le répéter, l'authenticité. Le petit Vaudois qu'il était, solitaire, véritable paysan, loin de ses sources, de ce qu'il aimait, de ce qu'il connaissait profondément, comprit qu'il le tenait d'autant plus qu'il en était privé, qu'il l'exprimerait d'autant mieux qu'il en était séparé. Demeure fidèle à tes origines, semblait lui dire la grande ville, fidèle à ce lieu précis que Claudel a appelé le pays de Ramu, et qui n'est point tant la Suisse que le pays du Rhône, de sa source jusqu'au bassin du Léman, bordé par les montagnes de Savoie, et jusqu'à la mer à travers les vignobles, sans oublier de saluer au passage Cézanne, qui ressemble à Ramu par sa patience et son goût de l'ouvrage bien fait, ni de faire signe à ces joueurs de cartes si semblables aux paysans du Valais et du pays de Vaud. Ramu, à quelque part, explique lui-même son choix. Je suis né dans d'autres conditions, je suis né dans d'autres temps,
Un impérieux besoin de soumission l'a toujours emporté en moi, de soumission à ce qui est, de soumission à ce que je suis. Il y a dans l'espace un lieu où je suis venu à la vie à un certain moment dans le temps. Telles ont été pour moi les grandes réalités et mes raisons déterminantes. Voilà le point central d'où je suis parti pour bien faire, parce que j'aurais voulu ressembler à quelque chose, parce que j'aurais voulu m'oublier moi-même, me faire oublier en ceux que j'aime, et qu'on me reproche au contraire à cause de ma langue de chercher à me distinguer. Et mon pays a 2 langues, une qu'il lui faut apprendre, l'autre dont il se sert par droit de naissance. Il continue à parler sa langue, comme certaines provinces françaises, en même temps qu'il s'efforce d'écrire ce qu'on appelle chez nous à l'école le bon français. C'est sur de telles valeurs que Ramu établit son œuvre. On pourrait presque dire qu'il a poussé le souci de la sincérité envers lui-même et son pays jusqu'à la perdre et à inventer des paysans aussi magnifiquement conventionnels que ceux de Virgile. Cette inquiétude lui en vint même à la fin de sa vie, et ses amis l'entendirent s'exclamer « Et si je m'étais trompé ?» Qui lui en voudrait d'avoir fait plus vrai que réel? S'il y a faute, c'est faute d'honnêteté, c'est une faute exemplaire. On ne doit pas oublier qu'être vaudois, c'est être protestant, ou du moins c'est d'avoir été éduqué dans un certain puritanisme, et chacun sait que rien n'y ressemble autant à des qualités que ses défauts, et inversement. Ramu tenait peu à se dire protestant, mais il en avait gardé les caractères, pudeur extrême, austérité, un goût de l'ordre, un certain symbolisme biblique, un langage roman, comme dit Charles-Albert Saint-Grillat, c'est-à-dire du vulgate. Tout cela ensemble ne fait pas de l'œuvre ramusienne une œuvre de spéculation de l'esprit, mais une aventure spirituelle, une expérience, une manière de faire son salut presque. L'angoisse la nourrit, mais aussi la joie, l'échec de l'amour, mais le désir perpétuel d'être aimé, la beauté des choses les plus quotidiennes, mais aussi le poids de leur répétition et la menace qui sans cesse pèse sur elles de les voir disparaître, revenir et disparaître encore, pendant que le poète lui aussi disparaîtra. Rien ne dure, rien n'est éternel. Un théologien dirait de l'œuvre de Ramu qu'elle est tout imprégnée du sentiment du péché originel, de la grande tristesse d'avoir perdu le paradis. Cela est vrai, bien que Ramu nous ait démontré qu'il a passé son temps à poser des questions plutôt qu'à les résoudre, et parmi toutes ces questions, il pouvait exister celle du péché originel. Toute son œuvre romanesque se balance entre ces 2 extrêmes, la foi et le néant, et elle ne choisit pas. Plénitude et absence, réalité et illusion, réalité tout de même, on ne sait pas. La dernière page du journal intime s'achève sur cela. Parfait nihilisme, on ne croit à rien, on ne tient à rien, on n'aime rien. Et si par hasard on aime du moins quelqu'un, cet amour n'est que dérision, parce qu'on voit qu'il n'est fondé sur rien, il faut entendre rien de durable. Alors tout devient négligeable et tout devient indifférent. Sortir égal, ne pas sortir, manger, ne pas manger, faire, ne pas faire. Ces perpétuelles remises en question, cette inquiétude permanente, Ramu les a toujours ressenties, et là se trouve le noyau de son œuvre, mais cela ne l'a point empêché de mettre autour une chair frémissante, la saveur du réel, incomparable, un appétit pour les choses qui était la compensation des espoirs. Il souffrait de ce dont souffrent tous les poètes, de ne pouvoir embrasser l'absolu. Les grands thèmes de l'œuvre de Ramu sont des thèmes terriens, paysans, si ce terme n'était pas galvaudé. Paysan mais pas rustique, beau mais pas pittoresque, paysan parce que toujours en contact avec la réalité élémentaire, d'autant plus significative et belle qu'elle est élémentaire, commune même. Non seulement le coucher de soleil est magnifique, mais n'importe quel temps qu'il fait, non seulement le blé, mais la mauvaise herbe du chemin qu'il est dans l'ordre de détruire, car la poésie n'est pas un sentiment, elle est reconnaissance, elle est usuelle, et non point l'art. Aucune autre lecture que celle qui va suivre ne saurait mieux démontrer comment procède la pensée de Ramu. Nous l'avons choisi dans un petit volume appelé Une main, dans lequel l'auteur, à propos d'un accident qu'il a eu, un bras cassé, mêle si justement le particulier au général, le visible à l'invisible, le physique à l'esprit, sans jamais qu'il y ait rupture, mais au contraire pour que l'on sache que tout est dépendant, ce que les intellectuels oublient facilement, et combien la nature se venge de nos oublis. Il ne s'agit pas ici du monde de l'évasion, non moins encore de celui d'un réalisme borné, simplement de celui où tout est assumé, lié, mis ensemble, non point ennemi, mais réconcilié. Que les auditeurs ne s'étonnent point des répétitions nombreuses de l'auteur, de la lenteur de ce qui est décrit, tout est décomposé comme un ralenti cinématographique. C'est le cérémonial du poète, presque un rituel de la vie. On le voit, il existe peu d'écrivains aussi honnêtes que Ramu, Tolstoï peut-être, peu d'aussi rigoureux, peu d'aussi présents que lui dans son œuvre, bien qu'il ne l'ait pas cherché.
Il s'y est sacrifié. À ce degré, l'écriture est une épreuve supérieure, une sorte de vie recluse. C'est assurément là le véritable engagement de l'écrivain, plus difficile que l'autre et plus rare. Je tiens à remercier mes amis et de l'accueil qu'ils m'ont réservé. Et je tiens à y associer mon petit pays, qui tient d'autant plus qu'il est avec la France aujourd'hui un des seuls pays d'Europe où l'on parle encore librement. Apparentés déjà à vous étroitement par la langue, nous le sommes encore davantage aujourd'hui, nous autres Suisses romands, par une commune fidélité à de vieux principes, je ne sais pas s'il faut dire démocratiques, mais qui du moins sauvegardent les droits de l'expression. Ce n'est pas l'intention de faire ici de la politique, mais enfin, vous me laisserez vous dire que dans notre vieille Europe, les pays où la pensée est libre deviennent chaque jour plus rares. C'est une bonne raison pour qu'ils s'efforcent de se mieux connaître afin de pouvoir, s'il le faut, se soutenir les uns les autres dans leur tâche commune qui est de maintenir la prééminence de l'esprit. Voici, lu par Roger Rudel, quelques passages du livre de Ramus, Une main. Il fait un joli temps clair d'hiver ce matin, bien que le soleil ne se montre pas. Et il ne se montrera pas de toute la journée. Il a gelé pendant la nuit. Il est tombé un peu de neige pendant la nuit. Et maintenant il fait gris pâle sur les toits, dont il y a toute une quantité en arrière de ma maison. Et devant, du côté du midi, il n'y en a plus aucun, de sorte que rien ne vient se mettre entre vous et la grande plaine des eaux. Je suis dans ma chambre. 10 heures viennent de sonner. Je vois que je n'ai plus de cigarette. Je mets mon chapeau, j'enfile un par-dessus. Je n'aurai qu'à traverser la petite place où est la fontaine, à remonter ensuite celle des 2 rues qui est le plus au couchant, à prendre enfin à droite dans la rue transversale. Ce n'est pas à plus de 100 mètres de chez moi, c'est-à-dire que j'en ai pour 2 ou 3 minutes, pas davantage. J'ouvre la porte d'entrée de la maison. La terre brille, toute blanche. Et les toits brillent un peu plus haut après un intervalle gris. Après quoi le gris recommence. C'est le gris du ciel, pas tout à fait le même gris. 2 bandes blanches, 2 bandes grises, un grand silence. Et une grande immobilité de l'air, où on voit une cheminée fumer sa jolie fumée bleue, qui, à l'abri de la pente du toit, s'étire d'abord mollement, puis tout à coup ayant dépassé le faîte, fuit de côté, de mon côté, comme un flot de ruban au fouet du cocher dans les noces. C'est vu. Combien de temps est-ce que ça prend pour être vu? Et puis, une fois que c'est vu, on se le formule en soi-même. Combien de temps est-ce que ça prend? Ce n'est pas tout à fait instantané quand même. Il y a 2 temps, il y a le temps intérieur et il y a le temps extérieur, celui qui est marqué par les horloges. Dans quel rapport sont-ils l'un avec l'autre? Le temps de l'homme qui éprouve et le temps de l'homme qui fait. Le temps de la pensée et le temps de l'action. Ont-ils une commune mesure? Il me semble qu'ils n'en ont point. C'est à quoi je pense en descendant les marches du perron. Et puis il y a encore moi, qui suis encore ailleurs. C'est ce que je me disais. Moi, c'est-à-dire ce qui a la conscience, ce qui réintroduit dans mon être l'unité, ce qui unifie et réconcilie. Car ces 2 temps, quoique complètement indépendants l'un de l'autre, cohabitent en moi sans trop se quereller. Seulement il arrive que ce moi s'absente. On est alors comme un homme qui a des jambes et qui ne connaît plus ses jambes, un homme qui va sans savoir qu'il va, un homme qui pense sans savoir qu'il pense. Ce sont tantôt ses actes, tantôt ses pensées qui sont inconscients.
Mais du moins ces actes s'accomplissent-ils sur un plan déterminé. Ils sont mesurables, ils sont tributaires du cadastre ou de la pendule. Tandis que la pensée va et vient sur tous les plans à la fois, n'étant liée ni à un lieu, ni à un moment, étant secrète. Aussi bien occupée des choses qui se voient que des choses qui ne se voient pas. Étant surtout douée de ces vitesses à elle, qui sont sans rapport avec celles du corps. Combien, me disais-je, faudrait-il de pages si on voulait essayer de noter ce qu'on pense, c'est-à-dire aussi ce qu'on voit et ce qu'on sent, pendant seulement 3 minutes. C'est-à-dire le temps d'aller à la boutique, acheter des cigarettes comme ce matin. Ce qui se passe dans une tête, tout ce qu'elle tire de l'air, de la lumière, de ce qu'on appelle la réalité. Tout ce que d'autre part elle tire d'elle-même, tout ce qui s'y agite en fait de souvenirs, d'images, d'inventions. Il y a eu beaucoup de distractions dans mon cas, je dois le dire. Il avait gelé, puis neigé. La neige était la chose qu'on voyait. Le verglas ne se voyait pas. Il aurait fallu prendre des précautions. C'est justement ce que je n'ai pas fait. Bien au contraire. On pense toujours à beaucoup de choses et pas toujours à celles qu'il faudrait. J'arrive à la boutique. Je vois 2 demoiselles, une rousse, une noire. Elles ont des blouses en toile blanche. Elles sont devant des cartes postales où on s'embrasse et d'autres où on ne s'embrasse pas, fixées les unes à un tourniquet, les autres à un autre tourniquet de tôle vernie en noir. J'achète des cigarettes. Je paie mes cigarettes. Je loge le paquet dans une de mes poches. Je salue. Je sors. Je passe ensuite devant une buanderie. Une porte basse s'ouvrait sur un réduit obscur d'où s'échappait une grosse vapeur faisant un large copeau plat sous le linteau qui le pliait à angle droit. Je pensais à un livre d'astronomie que je venais de lire. Il y était question, entre autres choses, de 2 théories qui sont en présence touchant l'âge des étoiles. D'après la première de ces théories, elles auraient les âges les plus divers, de sorte qu'il serait impossible de leur attribuer une origine commune, n'ayant jamais cessé de naître isolément, ne devant jamais cesser de mourir isolément. D'après la seconde, au contraire, elles proviendraient toutes d'une même nébuleuse, la diversité de leurs états, grosseur, couleur, densité, étant la conséquence des conditions mécaniques très variables auxquelles les soumet la gravitation. Ayant toutes ainsi le même âge, car l'auteur du livre, autant qu'il m'en souvient, faisait un raisonnement. Il comparait le monde des étoiles avec nos sociétés humaines. Nous y naissons successivement. Il s'ensuit que le nombre des vieillards y est dans une proportion assez constante avec celui des adultes avec celui des enfants. Si donc les étoiles naissaient comme nous séparément et une à une, la même proportion devrait s'y retrouver. Ce qui n'est justement pas le cas, disait l'astronome en question. Il semble bien que les étoiles soient nées toutes ensemble en une seule fois, comme quand un nid de chenilles crève. Je redescends la rue. Une femme sortait de la buanderie. Je m'étais vaguement aperçu qu'elle levait en l'air des mains roses, une fois arrivée sur les 3 trottoirs, comme si elle avait de la peine à garder son équilibre. Toutes ensemble, toutes à la fois, ces étoiles. Non seulement celles qu'on voit à l'œil nu, mais celles qu'on ne voit qu'au télescope, celles qu'on ne distingue qu'à peine dans le plus puissant des télescopes, mais celles qu'on n'y distingue même plus, celles qui font partie de la Voie lactée, celles qui, à elles seules, sont chacune une Voie lactée, celles qui sont une, celles qui sont chacune des milliers et des millions, comme quand un nid de chenilles crève en haut du pin, comme quand une énorme grappe d'œufs de grenouille se défait dans l'eau noire d'un ruisseau, une nuit de printemps. Tout à coup tirées de leur inertie, et n'ayant pas le mouvement, mises tout à coup en mouvement, et puis retournant à leur inertie par égalisation progressive des différences de niveau, nées une fois, mais allant à la mort, créées, et puis décréées.
Il y aurait donc un créateur. Je suis étendu sur le dos. Une femme est arrêtée à côté de moi. Elle me dit « Oh, monsieur, on glisse terriblement ce matin. Vous auriez dû faire comme j'ai fait. J'ai passé des pions de bas sur mes souliers. » Elle me les montre. Puis « Au revoir, monsieur. » Elle s'en va. Elle a un panier au bras, elle est sans chapeau. Un petit châle noir est noué autour de ses épaules. Je suis toujours couché sur le dos. Où ai-je mis mes cigarettes? Je n'arrive pas à me souvenir si en sortant de la boutique j'ai fourré le paquet dans ma poche ou bien si je le tenais à la main. En ce dernier cas, je l'aurais lâché en tombant et il va falloir que je le retrouve. Je vois que je suis resté longtemps étendu dans la neige avec paresse, comme un promeneur fatigué sur le gazon d'un talus. Je tourne la tête à droite et à gauche, j'essaie ensuite de m'asseoir. Et c'est à cette intention que j'ai recours à mes deux mains. Mais alors je vois que je n'en ai plus qu'une. Tout de suite, la droite accourt docilement, elle est devant moi, je la vois. Mais l'autre, je n'ai plus de main gauche. J'ai beau la solliciter, elle ne répond pas. Et j'éprouve à présent une grande douleur dans l'épaule. Mais au-dessous, il n'y a que néant. Personne, la dame est loin depuis longtemps, la ruelle est déserte. Peut-être un petit rideau a-t-il bougé là-haut derrière la fenêtre, car ce sont les choses qui sont au-dessus de moi que je vois le mieux. Mais il est retombé. Et peut-être qu'il n'a pas bougé. Les fenêtres partout sont fermées. Je suis toujours couché sur le dos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, je sens l'immense ridicule qu'il y aurait à appeler. Quel ton prendre? Crier fort? Crier quoi? Crier au secours? Ou bien d'une voix naturelle demander « Y a-t-il quelqu'un » Mais alors on ne m'entendra pas, et ce ton détaché risque de décourager les bonnes volontés d'avance. Je suis extrêmement conscient. Trop. Et je vois qu'il vaut mieux se taire. Je serai comme un acteur sur un théâtre, c'est-à-dire que j'aurai à trouver le ton juste. La peur du ton faux me raidit, tandis que le mal de cœur commence. Car ces petits accidents-là, et c'est ce qu'ils ont de pénible, se déroulent tout entier sous le signe du mal de cœur. J'ai fini par m'asseoir, je ne sais trop comment. Le mouvement que je fais me ramène ma main gauche qui était prise sous mon corps. Je la vois et je m'en empare. Elle existe de nouveau. Je la tiens devant moi pendant que je me mets debout sur un genou puis sur l'autre. Je la serre jalousement contre moi. Je n'ai pas appelé. Je me tirerai d'affaire tout seul. Mais surtout que je ne lâche à aucun moment, quoi qu'il arrive, cette main, sans quoi elle va s'évanouir encore une fois. Et la douleur physique n'est rien, du moins en ce moment, à côté de cette imminente et immense douleur d'esprit ou douleur d'âme. Car comment faut-il l'appeler? Et une première semaine passe, et une autre sans changement. Longueur du temps, brièveté du temps, monotonie. C'est extrêmement long et à la fois extrêmement court. Vos journées désormais se superposent exactement comme les feuillets d'un livre. On les tourne une à une sans qu'on voie seulement augmenter leur épaisseur. Le papier est trop mince. Elles retombent l'une sur l'autre, elles s'accumulent, et c'est comme s'il n'y en avait toujours qu'une. Le temps est niais. Cependant, il dure par ailleurs. Il dure même extrêmement à cause de l'oisiveté à peu près forcée où on vit. On n'écrit guère et pas longtemps. On ne lit pas davantage parce que l'envie n'y est plus. La faim n'y est plus. Manque d'appétit. Ah, comme nous sommes drôlement faits. L'occasion toute trouvée nous laisse indifférents, alors qu'en d'autres temps nous prenions tant de peine à essayer de la faire naître.
des livres, des loisirs, choses si souvent désirées. Et c'est comme s'il n'était pas là, car il y manque le désir. Ce n'est ni le pain ni le vin qui compte. Ce qui compte, c'est le goût qu'on a pour le pain et pour le vin. Ce qui compte, c'est ce dont on est privé, et c'est l'intensité du potentiel qui vous y porte. Ce qui compte, c'est non ce qu'on a, mais ce qu'on invente à propos de ce qu'on a. J'ai tout, je suis gâté, je suis devant une table bien servie. C'est comme si j'avais déjà mangé. Je ne veux rien. J'attends. On attend. On attend quoi? Je reste assis des heures dans une parfaite immobilité, laissant venir le temps, laissant le temps se faire. Gris, gris et blanc, puis clair, et puis il gèle, et puis il ne gèle plus. Il neige, il y a du vent, il n'y a plus de vent, la bise souffle, elle ne souffle pas. Regardant par les fenêtres à ma droite le petit cognacier que je vois tout entier d'ici, être transformé en volière depuis qu'on y a suspendu par des ficelles une boîte à vacherin où on dépose les débris du ménage. Des hoche-queues, des mésanges, des fauvettes, des pics, des pies, des bouvreuils, des moineaux. 5 ou 6 gros merles ventrus pèsent paisiblement dans l'herbe, des messieurs et des dames, les messieurs noirs, les dames grises. Le petit pic, noir, rouge, blanc et brun, court avec vivacité le long du tronc. On entend son marteau qui tape par 3 fois, puis encore 3 fois, sèchement, sur la face opposée à celle où débouche le petit tunnel dont il veut faire sortir l'occupant. Puis tout aussitôt il accourt se poster à l'orifice du trou, miraculeusement suspendu à l'écorce. Ainsi s'achève notre émission Connaissance de l'homme, au cours de laquelle nous avons entendu un exposé de M. Georges Borgeaud sur Ramu. Et les textes étaient lus par Roger Rudel. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 12 novembre 1958.